9. Toujours, il faut la référencier. Ici, vous avez... Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier chaleureusement M. Hassan pour son intervention, sa clarté dans les explications théoriques et surtout pour son retour d'expérience très enrichissant. C'est vraiment un privilège de pouvoir profiter de son expertise et je pense que ça nous aide à tous mieux comprendre les enjeux techniques du dimensionnement en HTA. Avant d'attaquer la partie pratique, je vais faire un petit rappel rapide pour situer un peu Canico HT, surtout pour ceux qui le découvrent ou qui l'utilisent pas encore régulièrement. Alors, le Canico HT, c'est un logiciel développé par Alpi qui sert à modéliser, calculer, vérifier les réseaux électriques, bien sûr, en haute tension, HTA et HTB, en se basant sur les normes internationales, comme on a évoqué la dernière séance et aussi cette séance, notamment la 6909. Il va permettre de créer des schémas unifilaires haute tension, paramétrer les sources, les jeux de barres, les protections, les câbles, et surtout, comme ça, on va obtenir automatiquement des réglages de protection, des sections de câbles adaptées, les chutes de tension, les courants de défaut. Et bien sûr, à la fin, on aura un rapport détaillé et exploitable. Ce que je peux dire, c'est que c'est un outil précis, fiable, et largement utilisé dans les bureaux d'études, les projets industriels et aussi dans les grandes infrastructures. Maintenant, avant de passer au cas pratique, est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été vu jusqu'à maintenant? N'hésitez pas, c'est le bon moment pour revenir sur un point ou demander une précision. Je prends quelques instants pour voir est-ce qu'il y a des questions. Comme ça, on va après, par la suite, entamer le cas pratique. Pas de questions, alors je partage mon écran. Pas de questions? Allô? Oui, oui. Non. Oui, c'est Monsieur Bleu Patrice. Enchanté, monsieur Patrice. Oui, Enchanté. vraiment, moi, il y a une question à poser. Je voulais savoir, Dites-moi. voilà, je voulais savoir en HTA, c'est quel régime de nœud qui est adapté au réseau HTA? C'est-à-dire qui est le plus, comment on appelle, qui est le mieux à réaliser en HTA. Pour vous répondre à cette question, je vous rappelle que ce tableau-là, il vous donne bien sûr quelques éléments pour choisir. Mais chaque régime, il a ses avantages et ses inconvénients. On ne peut pas généraliser la solution. On compare, c'est-à-dire par rapport à une situation et par rapport à l'exploitant, l'utilisateur. Si l'utilisateur il utilise déjà un régime du neutre dans le réseau, vous n'avez pas le choix. C'est lui qui va vous imposer de prévoir une résistance ou une réactance pour adapter les relais, pour avoir les valeurs des défauts qui peuvent être protégés, éliminés à temps, etc. Donc ici, par exemple, protection, dépense, est-ce qu'on a besoin d'un personnel qualifié? Donc ici, c'est un avantage. Pour une résistance, presque non. La réactance, non. C'est un avantage. Tu n'as pas à recruter des personnes pour contrôler ce phénomène. Par contre, lorsque vous êtes en isolé et en compensé, il faut un personnel qualifié pour faire les maintenances, le contrôle, la vigie, les vérifications d'isolement, etc. Est-ce que la protection elle est simple? Elle n'est pas dans ce cas. Donc vous aurez des problèmes dans la protection. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un déclenchement sur un départ, vous pouvez avoir le déclenchement sur le circuit amont et aval. C'est difficile le réglage. Ça, c'est réel. Par contre, donc ici, c'est simple.
Par contre, si vous avez besoin de pas de défaut, pas de déclenchement au premier défaut, vous avez une installation qui nécessite une continuité de service. Donc, l'agroalimentaire, la pharmaceutique et autres, les tabacs, fabrication de tabac, on va vous dire, nous, on a besoin d'une continuité de service. Là, il faut choisir un régime isolé. Moi, parce que, bon, lors d'une expérience, moi, j'ai eu à assister à l'implantation d'un réseau maillé sur un réseau transfo, voilà, de distribution. Donc, je voulais savoir à quel moment est-ce qu'on parlait de ça. C'est juste ça ma question. Voilà, donc un exemple ici. Par exemple, ici, si on prend de la boucle, c'est une boucle maille, en maille. Donc ici, la protection, il se fait au niveau du disjoncteur, au niveau de l'arrivée, départ ici. Si vous avez une boucle fermée, pareil. La protection, il se fait ici. Qu'est-ce qu'on va protéger ici? On va protéger les colonnes de court-circuit, les colonnes de défaut à la terre, les surtensions, tout ce que vous voulez. Les jeux de barre, on va la protéger aussi. Donc, qu'ils soient maillés ou non, les fonctions de protection, ils ne vont pas dépendre de l'architecture, finalement. Ils sont indépendants de la structure. Que vous passez de cette solution à celle-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de protéger contre les court-circuits, les défauts de terre, les défauts biphasés, etc. Donc, on n'a pas, je dirais, à tenir compte réellement, mais le nombre de protections, ils vont augmenter ou diminuer, et que ça dépend de l'architecture. Mais les fonctions de protection, elles ne changent pas. On doit donc protéger. Mailler, c'est la fonction de l'ensemble de réseau, permettre d'avoir la continuité de service avec les possibilités d'interconnecter les différents éléments de votre réseau. C'est mailler. Donc, c'est-à-dire assurer une continuité d'alimentation en structure maillée par rapport à une structure en antenne ou arborescente. Ça évite la coupure de l'ensemble du réseau. C'est ça mais les fonctions, par exemple, ici, on voit fusibles. Le transformateur, il doit être protégé par le fusible. Un sectionneur interrupteur, ça dépend de la puissance du transfo. On peut installer un disjoncteur obligatoire lorsqu'on a une puissance de transfo 800 kVA. Le neutre ici, quel type de régime du neutre? Ça dépend, et de là, la protection du transformateur. On doit protéger le transfo contre les surcharges, les court-circuits, augmentation de température. Si elle est diélectrique, on doit protéger le glucose, les relais, de niveau d'huile, les gaz, pression et température. Donc, les protections ne changent pas. Elles sont indépendantes du type de l'architecture. Hein. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? Est-ce qu'on a bien répondu à la chose? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais démarrer le cas pratique. Je voulais juste qu'on garde en tête un point important par rapport au régime du neutre, comme a évoqué M. Patrice, en haute tension. Alors, dans la majorité des installations qu'on rencontre, que ce soit dans les réseaux industriels ou les postes de livraison, on est souvent en neutre isolé ou neutre compensé par bobine Peterson. Dans le projet qu'on va voir maintenant, on est justement dans ce cas-là. Alors, concrètement, l'avantage, c'est qu'en cas de défaut d'isolement, c'est-à-dire un premier défaut à la terre, on ne coupe pas l'installation tout de suite. Le courant de défaut reste faible, donc on continue à alimenter. Ce qui est super utile en industrie ou dans un hôpital, par exemple. Mais le risque, c'est que si on ne corrige pas rapidement et qu'on a un deuxième défaut apparaît sur, par exemple, une autre phase,
Là, on va se retrouver avec un court-circuit phase-phase. Donc, c'est plus grave. Alors, dans notre cas pratique, on va justement voir comment Kaneko HT prend en compte ce type de régime du neutre et comment ça impacte tout ce qui est courant de défaut calculé, les choix de protection, et le réglage entre défaut à la terre et court-circuit. Donc, pensez toujours à ce que vous travaillez sur le Canico HT. Le régime des neutres, c'est pas juste un réglage dans le logiciel, mais ça a un vrai impact sur le terrain. OK? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur la partie théorique, je vais partager mon écran, Monsieur Hassan. Euh, euh, pardon. Pardon, je vais repartager. Alors, vous me confirmez si vous voyez mon écran avec le Canico acheté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me confirmer? Oui, moi je vois. Ah, parfait, alors Ok. c'est bon. Moi, je ne vois pas d'abord. Moi, je ne vois pas d'abord. Attends. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui peut me confirmer? Est-ce que mon écran il est partagé avec le logiciel? Comme ça, je repartage s'il y a Oui, des défauts. oui, bien sûr, moi je vois aussi. Moi aussi, je vois, hein. Je vois l'écran. Parfait, parfait. Peut-être ça doit être la connexion chez lui. Oui, oui, ok. Si vous arrivez à voir, alors c'est le défaut peut-être c'est chez lui. Alors, on va commencer le cas pratique. Comme on a dit, on va partir sur une affaire simple, juste pour voir les différentes manipulations qu'on peut assurer sur le Canico acheté. On a déjà vu la première séance, un cas rapidement, mais on n'a pas terminé. Mais aujourd'hui, on va le voir encore un peu plus en détail. Alors, comme expliqué la dernière fois, voilà, sur ma droite, j'ai une bibliothèque de toutes les composantes de ce qu'on peut dimensionner et modéliser sur mon schéma unifilaire. Pour l'instant, comme j'ai pas encore créé une affaire, j'ai pas de visualisation de schéma. Donc, je vais voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir. Alors, une fois, je vais commencer le projet. Alors, vous allez voir, ça va se rajouter un onglet qui s'appelle projet. Pour l'instant, il n'existe pas. Alors, je vais créer un nouveau projet fichier nouveau. Comme expliqué la dernière fois, le logiciel, il va me demander le cartouche convenable ou la taille de mon schéma unifilaire que je vais tracer. Si je vais tracer un grand schéma, il y a beaucoup de détails, je vais partir sur des tailles plus larges comme des A0. Pour mon cas, pour l'instant, je vais me contenter avec un AK vertical avec cartouche. Une fois que je clique ouvrir, automatiquement, ça va me sortir d'autres onglets que je pourrais manipuler par la suite. Alors, comme expliqué la dernière fois, le logiciel Canico, il va me proposer les différentes normes pour le calcul, que ce soit des courts-circuits ou des courants admissibles. Bien sûr, pour les courts-circuits, on va voir, c'est que on peut dimensionner avec la IEC 6909, qui est une norme internationale. On a aussi l'IEC 61363, entre parenthèses marine, mais qu'on peut utiliser pour de l'offshore aussi, et on peut utiliser pour des sites un peu lointains des sources. On a aussi le choix entre la NFC 13200, qui est une ancienne norme qui date de 1994, qu'on garde toujours sur le logiciel pour éventuellement faire une vérification d'une installation existante. Bien sûr, la NFC 13200, elle est utilisée en France et beaucoup de pays francophones. Aussi, on a la 13200, la dernière version normative qui date de 2018, équivalente à l'AEN 6909.
Elle est plus exigeante que l'ancienne norme, sur tout ce qui est calcul des impédances, des courts-circuits et tout. Là, on va pas revenir dessus. On a vu la dernière fois le facteur de correction C qu'avait comme M. Hassan par rapport à tout ce qui est, on peut dire, la tolérance de tension. C'est-à-dire, en basse tension, on peut tolérer au maximum jusqu'à 5% de plus. Bien sûr, la basse tension, on l'assimile de 100 volts à 1000 volts, on est toujours en basse tension. Et au minimum, on peut faire une simulation au minimum de 5% de moins. Ça, c'est des valeurs qu'on peut corriger et qu'on peut avoir soit du client, soit du distributeur qui va nous exiger certains paramètres. Mais ça va rentrer dans les calculs, que ce soit par exemple pour un calcul de court-circuit maximal, on va se baser sur la tension maximale. Voilà. Aussi pour la haute tension, on a des valeurs là, par défaut, il me propose d'augmenter à 10% de plus. Ça, c'est quand c'est super à 1 kilo, c'est kilovolts, c'est de la haute tension. Voilà. Ça, c'est par rapport à tout ce qui est facteur C. Aussi, on a un paramètre très important, c'est le temps de retard de notre disjoncteur. Ça, c'est la composante continue IDC. On dit, par exemple, le temps mort, le disjoncteur, il va déclencher à 100 100 millisecondes. Ça, c'est des paramètres qu'on peut avoir par défaut ou qu'on peut par la suite choisir le disjoncteur qui va avoir son temps de retard exactement. Et peut-être ça peut être à 80 millisecondes. Mais on préfère aller plus en large, comme ça, notre calcul, il va pas impacter tout ce qui est sélectivité. Aussi, on a le temps de fusion des fusibles. Alors, soit on va faire un calcul simplifié, c'est-à-dire on va dire le fusible, quand il y a un défaut, il va fusionner à 100 millisecondes. Soit je peux choisir par couple, c'est-à-dire on a des bibliothèques de fusibles dans le logiciel, et là on va choisir exactement le fusible avec son temps de fusion exact. Ça, c'est par rapport à tout ce qui est option de calcul au départ. Alors, je vais commencer mon affaire. Alors, bien sûr, avant de commencer l'affaire, on doit bien faire rentrer quelques informations importantes comme le nom de l'affaire, c'est-à-dire quand je viens sur information générale du projet, je commence l'affaire, je renseigne le nom du projet, je renseigne le numéro de projet, le client, celui qui a fait les études. Là, on peut insérer notre logo. Comme ça, on va le voir sur la note de calcul. Voilà, ça, c'est en général tout ce qui est généralité de calcul. Ça, on le fait au départ. Je choisis au départ, comme expliqué la dernière fois, je ne vais pas revenir en arrière. Alors, voilà. Là, c'est mon A4 que j'ai choisi au départ. Je vais faire un truc simple. C'est-à-dire, je vais vous exposer l'exercice que je vais vous montrer. Objectif. Alors, on va partir. Objectif, exercice 1. Voilà. On va simuler ce départ. Alors, une arrivée, peut-être on va dire l'ONE ou chez nous, EDF en France. On va simuler la source d'arrivée. Avec là, c'est mon poste de livraison. Je l'attaque avec un disjoncteur, avec un CEPAM 48. De mon départ, je sors avec un CEPAM 1000. J'aurai une liaison entre mon poste de livraison jusqu'à mon poste de transformation avec un câble de 20 mètres carrés. Il sera en aluminium. Là, tout ce qui est section de câble, ça va être calculé directement sur le logiciel. On va voir ça. On a un transformateur HTBT, un transformateur abaisseur qui va nous transformer nos 20 kV en 410 avec une puissance de 1600 mégavolt-ampères. Un couplage triangle étoile. Après, quand je sors de mon transformateur, j'attaque directement mon TGBT en basse tension. Bien sûr, on va faire aussi une simulation de la partie basse tension. C'est vrai que là, on peut le faire aussi sur c'est mieux de le faire en Canico BT pour avoir
la bonne norme, parce que sur le Canico BT, on va le simuler avec la NFC 1500, mais là, ça va être simulé avec la NFC 13200 ou la 60909. Qui n'est pas vraiment une norme rigoureuse, qui n'est pas adaptée au logiciel. Du coup, je vous invite toujours à s'arrêter là. Mais on simule pour l'instant cette liaison juste pour avoir au niveau basse tension les valeurs de court-circuit à mon TGBT. Les valeurs de court-circuit sont importantes. Pourquoi? Parce que je dois choisir mes pouvoirs de coupure, des disjoncteurs. Je dois, je dois tenir compte des défauts des courants de court-circuit minimal pour tout ce qui est réglage magnétique de mon disjoncteur. C'est pour ça qu'on peut aussi simuler et avoir ces différentes valeurs qu'on peut renseigner sur le Canico BT et commencer mon affaire en basse tension. Alors, pour le faire, alors, comme j'ai dit, je vais simuler ma. Déjà, par défaut, le logiciel, il va me proposer quelques repérages. Par exemple, là, le repère SRC, source, c'est-à-dire source 1. C'est-à-dire, si je ramène la deuxième, il va me dire source 2. Voilà. Ça, c'est des choses par défaut. Il y a des fois, on est habitué à travailler avec quelques repères. Là, sur mon Canico, j'ai des préférences et j'ai tout ce qui est repère automatique. Là, par exemple, pour les sources, automatiquement, la source, ça va être SRC. La deuxième, comme la première source que j'ai injectée, ça va être 1. La deuxième, ça va être incrémenté à 2. Pour tout ce qui est alternateur, par défaut, ça va être un G. Mais peut-être je vais faire groupe électrogène. Je peux dire GP, par exemple, ou GE, par exemple, au lieu de faire ça. Comme ça, si je ramène mon alternateur, par exemple, j'aurai un GE. Voilà, ça, c'est des options de calcul. Aussi, on peut voir sur ces options-là, là, on peut répertorier nos différentes affaires par défaut. Par la suite, on peut les modifier. Aussi, c'est très important pour des projets, peut-être, c'est pour tout ce qui est impression, on peut aussi choisir la langue d'impression. On reste là, en français, pour tout ce qui est manipulation, mais on peut imprimer en français, en anglais, en allemand et en espagnol. Ça, c'est très important pour les projets internationaux. À la fin, on a des préférences pour tout ce qui est colorisation sur tout ce qui est rapport. C'est-à-dire le titre 1, il sera en bleu. Ça, c'est des choses que vous pouvez voir par la suite et adapter à votre façon de faire et de présenter. Alors, une fois que je crée ma source, je vais faire un double-clic et bien sûr, le repérage, je peux le modifier par la suite. Je vais dire, par exemple, arriver en NE, Office national d'électricité. Et là, l'Office national, comme c'est sa source, il va me donner les caractéristiques de son réseau. Typiquement, on va parler de la tension nominale, qui est, on peut dire, on peut avoir de 15 à 33 ou 36 kV. Dans mon cas, on est sur du 20 kV. C'est ce qu'on va renseigner. Après, je dois renseigner les valeurs de court-circuit à l'arrivée. C'est-à-dire la puissance de court-circuit maximale et minimale. Qu'on peut, par exemple, dire, par exemple, je suis au maximum à 400 MVA et au minimum à 250. Alors, automatiquement, on va avoir le rapport de calcul des courants de court-circuit. Là, il m'a calculé automatiquement que mon IK3 maximal, il sera de 11 ampères, 11 kA, pardon, et mon minimum, ça sera de 7. Comme je peux renseigner juste les valeurs de courant et sans s'inquiéter de la puissance. Et là, je dis par exemple un 12, il va me corriger automatiquement sur ma puissance, le 12. Là, automatiquement, il va faire le rapport. La dernière fois, on a parlé du rapport RCX, on a bien développé la dernière fois. Alors, comme on a dit, pour des projets typiques en aérien, on va être entre le 0,10 et 0,3. Alors, je vais choisir pour mon cas un 0,15 pour être raisonnable.
le maximal et les valeurs minimales, bien sûr. En général, ils sont la même chose. Alors, pour tout ce qui est, je dois choisir aussi pour tout ce qui est caractéristique homopolaire. C'est-à-dire là, on rentre sur le régime du neutre. Et là, soit je renseigne ma résistance homopolaire et ma réactance homopolaire, si j'ai les valeurs, soit j'ai le choix entre par système de mise à la terre du neutre. Et là, je précise, est-ce que c'est un neutre isolé? Est-ce que c'est direct ou c'est à travers une impédance? OK? Bon, dans notre cas, on va rester sur un neutre isolé, comme j'ai exposé là, tout à l'heure. Voilà. Par la suite, ça, c'est des résultats de calcul de tout ce qui est court-circuit. Prenons en compte toutes les valeurs qu'on a renseignées auparavant. Et là, on a tout ce qui est valeur des résistances réactances directes, inverses, homopolaires. Ça, on l'a bien vu. Monsieur Hassan, il a bien détaillé ces choses-là. Mais là, sur le logiciel, c'est pas la peine, comme expliqué, de faire le calcul, mais le logiciel, il le fait automatiquement. Là, et le calcul, il est fait suivant la norme. Il faut bien tenir compte de ça. J'ai choisi la norme 13200, c'est-à-dire si je choisis la 6909, j'aurai peut-être des corrections sur certaines valeurs. C'est pour ça les valeurs de calcul du court-circuit et des courants admissibles, ils dépendent effectivement des équations écrites sur les normes. Le logiciel, il nous évite tout ça. On va voir les calculs automatiquement se faire. Mais il faut juste comprendre la logique des choses. C'est quoi le système direct, c'est quoi l'inverse et c'est quoi l'homopolaire. OK? Alors, je valide. J'ai ma source, elle est pour l'instant en rouge. Donc, ce que je vais placer, c'est mon poste de livraison. Mon poste de livraison, on peut le simuler comme un tableau. Ça, le tableau, le système tableau dans le Canico HT, c'est similaire à une cellule ou un poste de livraison, un TGBT, tout, ou un jeu de barre, on peut dire. Alors, une fois je le mets en place, je dois double-clic sur le jeu de barre et je renseigne. Par exemple, hein, je vais dire c'est mon poste de livraison. Euh, Ah oui, je peux pas écrire beaucoup de caractères, c'est limité par les caractères, mais je peux dire PT. Bon, poste livraison. Sans le E, comme ça. Livraison. Voilà. Et là, je dois renseigner la tension. Bien sûr, la tension, elle doit correspondre à l'arrivée. C'est-à-dire, je peux pas mettre un 36 kV pour une arrivée 20. C'est-à-dire, là, je dois renseigner la bonne tension de mon projet. Automatiquement, j'ai des étiquettes. Ces étiquettes-là, si pouvez mettre à jour ou mettre un peu de l'ordre dans votre schéma, il y a beaucoup d'options. On peut la prendre et la déplacer là où on veut. Aussi, pour le jeu de barre, on peut l'étaler, par exemple comme ça, et on peut faire des manipulations avec mon clavier pour avoir la bonne symétrie. On a bien sûr sur le logiciel quelques points qui vont nous aider à nous repérer par rapport à tout ce qui est mise en page. C'est très important quand on voit un bon schéma dessiné. Ça veut dire, c'est un engagement un peu, mais ça rentre pas dans les calculs, mais c'est quand même, ça reste quelque chose de très important pour la lecture des schémas. Et ça prouve notre volonté à bien faire la chose. Alors, là, pour l'instant, je dois lier mon réseau à mon poste de livraison. Pour le faire, alors, j'ai ce bouton-là, lié, ou je peux le trouver aussi ici. C'est la même chose. OK? Il y a des liaisons qui ne sont pas traitées sur le logiciel. Ils vont pas faire la liaison, mais par exemple, ça, c'est un dessin, c'est un trait. Par exemple, je prends le trait. Si je le place comme ça veut rien dire. Ça, c'est pas une liaison. C'est juste un dessin qui ne sert pas au calcul. Mais pour faire la liaison, je prends lier et je viens me placer. Là, vous voyez sur mon écran, il y a deux petits carreaux sur la souris qui sont en blanc.
Alors, une fois ils sont en noir, là, je peux commencer la première liaison. Alors, je prends la première liaison. À une fois, là, je vois que c'est noir, je peux faire la liaison. Et là, automatiquement, mon dessin, il devient noir. Ça veut dire j'ai fait une bonne liaison de mon projet. Ça, c'est très important dans la manipulation. J'aimerais bien que vous essayez durant cette semaine de faire des cas pratiques. Comme ça, vous revenez avec vos questions par rapport à la manipulation ou si vous avez des questions, pareil. Alors, ce que je vais faire par la suite, c'est de placer ma protection. Je vais prendre un disjoncteur simple. Je vais placer comme ça. Comme ça va me laisser un peu l'espace pour lier mon poste livraison à mon disjoncteur. Je fais aussi je prends par exemple, comme sur l'exercice, je prends un transformateur. Je prends le cas le plus, alors c'est un transformateur à deux enroulements que je vais placer. Alors, tout à l'heure, le transformateur, il fait 1600 MVA. J'ai 20 mètres de câble. OK. Alors, je double-clique sur mon transformateur. Alors, automatiquement, ça me sort la page de mon transformateur qui est à deux enroulements. Alors, en général, je dois choisir soit par des données utilisateurs, c'est-à-dire j'ai mon poste, je l'ai déjà acheté, j'ai les fiches techniques et tout, et que je vais le faire renseigner. Donc là, je vais faire renseigner tout ce qui est caractéristiques électriques, tout ce qui est tension de court-circuit, tout ce qui est perte en charge, tout ce qui est courant d'enclenchement. Et les prises de réglage, c'est-à-dire comment on règle, est-ce que c'est en primaire, sur le primaire ou sur le secondaire, ça dépend du pourcentage de mon réglage pour adapter la tension à la sortie de mon transformateur ou à l'entrée. Alors, dans mon cas, je vais prendre par exemple par catalogue, parce que dans le logiciel, on a des bases de données catalogue des transformateurs. Si on n'a pas, comme j'ai dit, on peut renseigner nous-mêmes, on prend la fiche technique et on renseigne nos informations. Je prends par exemple au hasard, je prends un Schneider. J'ai le choix entre Alstom, DN, Schneider. Je prends un Schneider électrique, immergé à l'huile, fonction abaisseur, c'est-à-dire de 20 kg, on va passer à 410. Et là, je prends les valeurs de course électrique. Alors, premier choix, c'est la tension. Là, par défaut, c'est le 15, mais comme mon réseau il est sur 20 kV, je prends un 20 kV et je choisis ma tension de sortie qui est 410. Alors, toutes les valeurs, ils sont en kilos. Ou même le transformateur, il est en MVA. Il faut faire attention à ça. C'est-à-dire, là, c'est 410 volts. Je prends mon 1600. C'est-à-dire, combien? C'était 1600. Je prends un 1600 MVA. C'est un peu grand. Et je valide. Peut-être là, non, je valide parce que là, toutes les valeurs, ils sont renseignées automatiquement. OK? Que ce soit l'enclenchement ou la magnétisation de mon transformateur au départ, le temps qu'il va faire, c'est quoi les valeurs crête. Ça, c'est des valeurs propres à ce type de disjoncteur de chez Schneider Electric. Peut-être si je choisis un instant, j'aurai d'autres valeurs. Je valide. Et là, je vais commencer à faire mes liaisons. Je prends la première liaison, comme expliqué tout à l'heure. Une fois ça devient noir, je commence. Hop. Une fois c'est noir, je commence. Pour faire un peu joli et pour montrer que mon disjoncteur, il est bien sur le poste de livraison, je le fais remonter un petit chouïa, comme ça. On va dire, voilà, mon disjoncteur, il est bel et bien sur mon poste de livraison. Et sur l'étiquette, je peux la déplacer comme je veux. Alors, dans ce cas, je vais choisir ma liaison. Je vais la renseigner. Je vais faire un double-clic sur ma liaison. Oui. C'est Hassan, on vous écoute. C'est Hassan. Merci de... C'est bon. Alors,
Pour ma liaison, alors ce que je vais faire, c'est de choisir là, je dois l'assimiler comme un câble. Alors pour le fait, comme j'ai dit, je fais un nom, je fais un double clic. À chaque fois, je veux faire rentrer les informations ou voir l'équipement ou le câble ou la protection. Je dois faire un double clic comme ça, il me sort la fenêtre correspondante à ce composant. Alors, cette liaison, on va l'appeler par défaut câble 002 et je dois choisir câble isolé. Alors, oui, je vais choisir ce type de liaison. Et là, je dois choisir les caractéristiques de mon câble. Je clique sur les caractéristiques du câble. Bien sûr, il est protégé par le disjoncteur 1, ce qui est bien celui-là. C'est lui qui s'occupe de la protection contre les courts-circuits, tout ce qui est surcharge pour ma liaison. Je dois choisir les caractéristiques de mon câble. Première chose à faire, aussi comme pour les transformateurs, comme on a vu, on doit choisir aussi est-ce que c'est par catalogue ou c'est par données d'utilisateur. Donc, je vais voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté. Ouais. Soit, soit par catalogue, soit par des données utilisateurs. Alors, je vais rester toujours sur le cas par catalogue. Comme ça va nous faciliter la rentrée des données. Alors, mais ce qui est important, c'est de bien choisir la plage de tension. Là, je suis sur du 20 kV. Je dois bien choisir le câble qui est supérieur à 20 kV. C'est-à-dire là, je suis obligé de partir sur du 12, 20, c'est-à-dire il va supporter les 20 kV. Je ne vais pas m'obliger à choisir un 1 kV, ça c'est pour tout ce qui est basse tension. Mais dans mon cas, je dois bien choisir le bon câble. Si je suis sur un réseau 36 kV, je dois choisir celui-là. Alors voilà, une fois que je choisis, il va me demander le logiciel, le fichier qui correspond à mon catalogue. Soit je pars avec un fichier standard du TE 13200, c'est-à-dire c'est des valeurs standards, ou je choisis bien un fournisseur bien précis, comme du Nexans ou Pirli, ou ce que le logiciel propose. Bon, en général, je pars sur un câble générique standard qui respecte la UTE 13200. Après, ce que je dois choisir, alors c'est lame est-ce que c'est en cuivre, est-ce que c'est en alu? Moi, je vais choisir de l'aluminium pour mon cas. Et l'isolant, c'est du PR ou du RP. La disposition, est-ce que c'est un champ radial? OK. L'armature, est-ce qu'il y a de l'armature ou non pour mon câble? C'est-à-dire oui. Alors, une fois je termine, pour pouvoir voir les autres rubriques, installation et résultats, je dois cacher celui-là et faire l'installation. Et là, c'est les modes de pause, c'est-à-dire comment ma liaison elle est faite. Est-ce que c'est sur chemin de câble? Est-ce que c'est enterré? Est-ce que voilà, pour mon cas, je vais choisir par exemple le mode de pause 13 qui va correspondre à un chemin de câble à mon câble qui chemine sur chemin de câble. Bien sûr, j'ai à renseigner des facteurs de correction de câble qui correspondent bien à ce type de mode de pause. C'est-à-dire, par exemple, pour le mode de pause 13, on va voir, par exemple, le premier facteur de correction. Ça, c'est des valeurs qui vont faire dégrader notre section de câble. Euh, Par défaut, il va me proposer des valeurs qui sont à 1, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, si le K1, qui correspond à la température, à 30 degrés, j'ai un coefficient de 1. Mais si je suis au Bénin et que je suis à 45 degrés, là, le coefficient de correction, il va être à 0,87. C'est-à-dire, c'est une valeur, on peut dire, on a dégradé notre câble de 13% pour arriver à 100%. C'est-à-dire, là, ça va augmenter la section de câble pour avoir un courant admissible correspondant à cette valeur-là. Je valide. On a le K2, c'est pour tout ce qui est alors l'exposition aux rayons du soleil.
Ça, par exemple, ce K2, je vais pas le voir sur un mode de pose enterré. Parce que jamais j'aurai un câble à l'abri du soleil ou exposé au soleil. Parce que là, sur chemin de câble, on peut avoir ce type de cas. Voilà. Par exemple, si je dis, ben, il est exposé au rayon du soleil, Oui. automatiquement, je perds 45, je perds 15%. Oui, oui, il y a des questions? C'est- Pas là. Allô? Oui, c'est une Bah, question? ici, à la maison, Oui. ils ont reçu une formation. Merci de fermer Non, le mais mic si s'il n'y a pas Demet de n'a pas question. entendu, je suis obligé de venir. J'ai pas, pardon, Non, j'ai de pas bien entendu. quitter ici à quelle heure? Oui, je continue. Oui. J'ai pas. Ok, parfait. Donc, il Merci vient. de. Hmm? Mais donc, on se croise où? Au 30e? J'ai du mal à capter la question. Vous pouvez l'écrire sur le chat? Il est en communication, il est au téléphone. C'est pas une c'est son micro qui est ouvert. Vous devez fermer. Il Ah, a ok. communiquer avec quelqu'un. Excusez-moi, excusez-moi. Ouais, ouais, pardon. Ok. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Merci de fermer le mic. S'il y a des questions, on va ouvrir le mic en dernier lieu. Comme ça, on va expliquer s'il y a des choses à clarifier par la suite. Merci. Alors, comme j'étais alors pour expliquer les différents facteurs de correction, voilà, par exemple, et ça, c'est multiplié. Par exemple, au total, j'ai un facteur global de 0,74. Ça correspond à quoi? Ça correspond à 0,87 fois 0,85. Ça, c'est une multiplication des différentes facteurs de correction. Le K5, est-ce que c'est la disposition des câbles sur un chemin de câble? Est-ce qu'ils sont jointifs ou on les sépare avec une distance D qui correspond à... Bon, on va voir ça peut-être par la suite, mais est-ce que les câbles ils sont jointifs ou on les sépare avec une distance qui correspond au diamètre du câble? S'il y a des questions par rapport à ça, je peux les évoquer par la suite. Pour tout ce qui est disposition coefficient de proximité, ça s'appelle un coefficient de proximité. C'est-à-dire, est-ce que les câbles ils sont approximativement... Alors, peut-être là, j'ai des explications toujours. Voilà. Il y a toujours des explications sur le logiciel, si vous voulez bien comprendre la chose. C'est-à-dire là, je clique sur ce point d'interrogation, il va me demander, voilà. Alors, il y a deux choses de distance entre des chemins de câbles verticaux ou sur le même chemin de câble. On doit respecter certaines dispositions de diamètre. Comme ça, on aura le bon rapport qu'on peut faire rentrer sur le logiciel. Bien sûr, comme expliqué, aujourd'hui, on est sur chemin de câble, mode de pose 13, on est sur le K1, K2, K5, K7. Si je choisis par exemple le mode de pose 61, vous allez voir que ça a changé. On n'a plus les coefficients qu'on avait sur le chemin de câble. OK? Et là, on va retrouver d'autres critères. Alors, la température, tout à l'heure, on parlait de 30 degrés, c'est-à-dire à l'air. Mais là, comme c'est enterré, on va commencer à parler de 20 degrés. Donc, la température ambiante qui correspond à 1. Alors, si je dis à 45, je perds automatiquement 20%. OK? Ainsi de suite pour tout ce qui est facteur. Je dois, alors, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, il m'a calculé mon courant d'emploi, IB, qui correspond, alors d'où est-ce qu'il a fait venir cette information-là? Alors, ça vient de là. Alors, 1600 MVA avec 20 kV, j'ai automatiquement le calcul de mon courant. C'est un calcul simple, U sur I. Je renseigne aussi la longueur de mon câble. Je dis par exemple c'est un 20 et je ferme cette fenêtre-là. C'est pas la fenêtre, mais je réduis cette installation et je vais voir les résultats. Alors, automatiquement, il va me proposer un câble de 16 mm carrés que je peux changer.
c'est pas grave, mais un 16, c'est largement suffisant. Il va me proposer la section. Alors, le canico, c'est, que ce soit pour le BT ou le HT, ça s'appelle, c'est l'abréviation de canalisation économique. C'est-à-dire, toujours, il va me proposer la section minimale. Après, moi, je peux augmenter par la suite. Il n'y a pas de souci. Je peux dire, je clique ici, sur ce petit carreau, et je dis, bien sûr, je ne vais pas choisir un 10. Je dois choisir une section un peu plus grande, et je vais dire, je vais partir sur du 25 mm². Là, il n'y a pas de souci. Alors, je reviens sur ma protection. Alors, oui, parce qu'il va me faire sortir des erreurs de manipulation et j'aimerais bien les exposer avec vous. Comme ça, vous saurez un peu s'il y a des messages d'erreur, on peut les corriger par la suite. Alors, une fois que je fais ça, je me limite pour cet exercice aujourd'hui, je me limite sur cette partie-là qu'on va voir le rapport de calcul. Ah, bien sûr, avant de terminer le schéma, je peux rajouter une étiquette de liaison. Parce que là, je ne vois pas mon câble, mais je prends étiquette de réseau et je viens, la glisse et je la mets ici. Comme ça, j'ai les informations de ma liaison achetée entre le poste de livraison et mon transformateur. Alors, je dois faire quelques vérifications avant de lancer le calcul. La première vérification à faire, je me mets sur projet et je viens vérifier la continuité du schéma. C'est vrai que pour l'instant, mon schéma il est en noir. Je sais très bien qu'il y a une bonne continuité, mais je vais le faire quand même. Alors, le schéma est valide par rapport à la continuité de câblage. Je viens aussi projet, vérification les données des équipements. C'est-à-dire, il va me vérifier le transformateur, le disjoncteur, le poste livraison. Voilà. Le disjoncteur, il m'a dit le temps de fonctionnement invalide. Là, le problème, il est sur mon disjoncteur 1 que je n'ai pas paramétré. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est de faire double-clic sur mon disjoncteur. Et là, je sais très bien que ce que j'ai fait, c'est de ne pas renseigner le temps de déclenchement de mon disjoncteur, c'est-à-dire qu'il va déclencher à 300 millisecondes. Et je vais choisir aussi la cellule. Je peux choisir la cellule, que ce soit par les données d'utilisateur, soit par catalogue. Alors aujourd'hui, le logiciel, il va me proposer tout ce qui est matériel Schneider. Je clique sur ce bouton-là. Il va me faire sortir la liste des cellules que je peux choisir. Que ce soit par rapport à leur tension, à leur pouvoir de coupure. Voilà. Alors, premier critère à ce que je vais choisir, c'est la tension. La tension, là, c'est du 7,2. Ça ne va pas correspondre à mon projet, mais je suis obligé de partir sur une cellule qui fait plus que 20 kV. Je choisis la SM6 24 kV avec tout ce qui est caractéristique, ICU, pouvoir de coupure ultime, magnétique et tout. Je choisis, je valide. Et là, quand je fais projet, j'étais sur vérification des équipements. Je pense que mon problème, il sera résolu. Voilà, les données équipements, ils sont valides. Je reviens aussi sur le projet. Alors, la prochaine fois, pour les configurations de fonctionnement, ça va correspondre à des projets en boucle où on peut ouvrir d'une part et simuler de l'autre partie. Ça, c'est un exercice qu'on va voir pour tout ce qui est configuration de fonctionnement. Là, on n'a pas besoin. On a une seule configuration, un seul plan de protection. Alors, je peux faire sortir un dossier complet comme rapport. Soit je me contente de calculer juste les IK et d'avoir un rapport juste pour les courants de court-circuit, soit j'ai besoin que de la synthèse des câbles ou des calculs de chute de tension. Pour mon premier cas, je vais quand même faire sortir un dossier complet pour voir un peu les résultats. Alors, avant de faire ça, par exemple, là, je vais corriger comme ça, on aura bien. Voilà. Je vais revenir sur un dossier complet. Alors, dossier complet, et il me demande aussi, alors, configuration A, c'est-à-dire on a une seule configuration. Comme j'ai dit, s'il y a plusieurs configurations, c'est que on est sur un réseau bouclé, maillé. J'ai le choix de faire sortir aussi les courants de court-circuit phase R. Bon, par défaut, les courants de court-circuit triphasés, ils sont calculés par défaut.
Mais si je veux rajouter à mon projet, s'il y a besoin par rapport à l'exploitant, au client, au distributeur d'avoir ces informations-là, je peux cliquer sur le courant de court-circuit Faster. Alors, le type de courant de court-circuit, est-ce qu'il va le faire en complet ou juste pour les tableaux? C'est-à-dire juste pour mon post-transformation dans mon cas. Je vais faire un calcul complet. La langue d'édition, je peux la choisir. Et je choisis d'imprimer aussi le schéma. Je fais valider. Voilà, il va me sortir mon schéma, mon rapport. Alors, je vais imprimer comme ça, on va, où est-ce que je, voilà, exercice 1, acheter, partie 1. Partie 1 parce que le projet va se faire sur 3 parties. On va rester sur partie 1 sur 3. Oui, pardon. Je dois pas mettre ça, partie 1 sur 3. Comme ça peut être enregistré. Je l'ouvre. Et voilà, c'est mon rapport. Tout à l'heure, on n'a pas renseigné le nom du projet et tout. Mais je vous invite, quand vous allez faire votre exercice, de bien renseigner, parce que c'est ça mon cartouche, le nom du projet, le numéro, le client et tout. Ça. Là, il va me sortir les options de calcul qu'on a choisies au départ. Vous vous rappelez, le choix de la norme pour tout ce qui est court-circuit, le mode de pause, c'est-à-dire pour tout ce qui est, comment dire, pour tout ce qui est courant admissible. La fréquence, les coefficients de réglage de protection, voilà les facteurs de tension, le facteur C pour tout ce qui est voilà. Après, il va me sortir mon schéma et bien sûr le rapport de calcul, c'est pour tout ce qui est câble, comment on va faire rentrer les câbles, c'est quoi les équipements, la liste des équipements. La première chose, c'est la liste des équipements. J'ai une arrivée ONE, j'ai un poste de livraison, j'ai un transformateur. C'est ça les équipements. J'ai aussi un câble qui est dimensionné. Voilà, c'est le choix qu'on avait fait sur le catalogue. Après, j'ai tout ce qui est calcul du courant IP au niveau haute tension. Si j'ai plusieurs départs, bien sûr, j'aurai plus de lignes qui correspondent à ça. Voilà, tout ce qui est réseau d'alimentation, tout ce qui est caractéristiques comme polaire, tension de court-circuit, puissance de court-circuit, le rapport R sur X, ça c'est des données d'entrée de la régie distributrice. C'est elle ou dans le fournisseur de haute tension. Le transformateur, tout ce qui est caractéristique de mon transformateur. Ça, on a pris un transformateur, je m'appelle, c'était du Schneider. Alors, il m'a pris tout ce qui est tension de court-circuit, perte en kilowatts, tout ce qui était sur le catalogue Schneider. La configuration, on a une seule configuration pour l'instant. Et voilà le résultat de calcul de tout ce qui est courant de court-circuit, subtransitoire, transitoire et permanent. C'est vrai qu'on va voir sur ce premier exercice qu'on a c'est les mêmes valeurs, mais vous allez voir que s'il y a des contributions d'un groupe électrogène qui est mis au secours ou en redondance, on va voir que ces valeurs, ils vont changer. C'est pas comme une source arrivée en NE, par exemple. On aura les 3 valeurs de court-circuit symétriques, triphasées, ont la même valeur. Mais une fois on fait rentrer un groupe électrogène dans l'affaire, là, ça va se calculer autrement. On va avoir des valeurs un peu différentes. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est courant de court-circuit au tableau électrique. Ça, c'est les valeurs de court-circuit avec les phase d'air et biphasé. On aura aussi, voilà, ça c'est pour tout ce qui est puissance court-circuit au niveau des tableaux. On n'a qu'un seul tableau pour l'instant, et c'est le poste de livraison. Et on a tout ce qui est puissance de court-circuit maximal, minimal, à l'arrivée de mon tableau. Ça, c'est le calcul des courants admissibles, et il me fait sortir une conformité du IZ, le courant admissible, par rapport à ce qu'on a, par rapport aux 25 mm² qu'on a choisi. Voilà, la section 25 mm en aluminium.
le mode de pose 61, on est bien conforme avec cette configuration. Si j'ai choisi le 10 mm², j'aurai une non-conformité. Voilà, alors tout ce qui est contrainte thermique, comment c'est calculé, le I-T, on aura aussi un carnet de câbles. C'est vrai, pour l'instant, on a un seul départ, mais si j'ai plusieurs départs, j'aurai une liste des carnets des câbles. Alors, on est aussi sur la vérification des cellules, la cellule qu'on a choisie tout à l'heure. Vous vous rappelez, avec le 20 kV, elle est bien vérification OK, c'est-à-dire elle est conforme parce que on a plusieurs données qui vont agir sur la tenue thermique, le pouvoir de coupure et le pouvoir de fermeture de mes cellules achetées. Et on a aussi tout ce qui est courant capacitif des câbles. Ça, c'est des courants, en général, ils sont toujours en circulation sur un câble, qui sont dus au fait des courants capacitifs. Ça, on va le développer pour voir c'est quoi ces défauts de courants capacitifs qui vont circuler toujours dans notre installation. On est habitué à les traiter. Voilà, ça, c'était en conclusion ce qu'on peut voir comme départ sur un logiciel Canico acheté. Alors, moi j'arrive à la fin de mon exposé, mais je reste là à l'écoute s'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu. Monsieur Hassan, vous pouvez ouvrir votre mic. Je peux pas l'ouvrir de mon côté. Euh, je peux pas le faire de mon côté, mais si vous pouvez ouvrir votre mic, s'il y a des questions de nos stagiaires, comme ça on peut y répondre. Euh, alors, est-ce qu'il y a des questions, mes amis? Est-ce qu'on était clair? Est-ce que ça correspond à vos attentes? Est-ce que vous avez un peu capté la chose? Hmm? Pas de questions? Germain? Oui, 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 Germain. Oui, Bonsoir à tous. oui, bonjour. Je veux savoir, en fait, ce logiciel-là, il est développé uniquement que pour les équipements Schneider ou il prend en compte d'autres équipements? Alors, pour les cellules, juste pour les cellules, il prend en charge que du Schneider pour l'instant. Mais on peut faire rentrer des valeurs manuellement et on peut pas, voilà, par exemple, si je me mets sur le logiciel, là, sur ma cellule, je peux faire un double clic. C'est vrai, pour les cellules, il n'y a que du Schneider. Mais pour les câbles, on a vu que, attends, oui, peut-être, parce que, je vais voir résultat, pardon. Option, projet, résultat, euh, il est un peu coincé. Ah voilà, je dois fermer ça, je pense. Voilà, je dois fermer ça, comme ça ça va passer. Alors, si, par exemple, là, ça va marcher. Là, pour les cellules, c'est vrai que par catalogue, on va voir que du Schneider électrique. Voilà, j'ai que ça pour l'instant. Mais on a les différentes gammes. Mais ce qu'on peut faire, c'est de ne pas choisir mais on peut faire rentrer le choix de la cellule par données utilisateur. Et là, c'est à nous de faire rentrer. Tu prends la fiche technique de ta cellule et tu fais rentrer la tension, le réglage thermique, le réglage magnétique, pouvoir de coupure, pouvoir de fermeture. Tout ça, on peut le faire rentrer manuellement. C'est-à-dire si tu as un CMS ou un truc pareil. Par contre, pour les autres, alors le transformateur, on a plus de choix sur les données utilisateurs. Par exemple, non, pardon, par catalogue. Là, j'ai Alstom, DIN et Schneider Electric. C'est vrai, Schneider Electric, il est partenaire de Alpi depuis longtemps. Et d'ailleurs, ils ont racheté Alpi, qui est éditeur des logiciels Canico. Et elle a aussi le logiciel ETAP, qui est encore un peu plus performant sur la partie calcul HT, BT. Il y a d'autres normes qui sont intégrées dessus. Pour les câbles,
on a plusieurs types de fournisseurs, mais on a toujours le choix de faire une saisie par données utilisateurs. Et là, on prend la fiche technique et on renseigne toutes les valeurs correspondantes. Voilà. Est-ce que j'ai bien c'est bien compris? Oui, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Monsieur Jawad, Oui, تسمعني؟ oui. Je vous écoute, monsieur Hassan. Oui. Donc, la prochaine fois, je vais essayer de leur expliquer donc, par la méthode, je dirais, simple, avant de passer vraiment voilà, un exemple de calcul du courant de court-circuit à partir de différentes formules, etc., pour qu'ils puissent, par la suite, je dirais, comprendre la démarche même Académique. théorique et pratique pour aborder le logiciel plus facilement. Chauffe, je vais calculer pour les réglages, ça pour le réglage. J'ai un exemple concret.